Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va faire un petit descriptif un petit peu de ce que nous a dit Jérôme Powell pendant le FOMC. Jérôme Powell, je ne manque pas un FOMC parce que tout simplement c'est mon influenceur dans la crypto préféré. Donc du coup, je vais vous faire un petit descriptif de tout ce qu'il nous a dit. D'abord, ça mérite vraiment un like puisque c'est la deuxième vidéo de la journée. Ça fait, je pourrais là très bien être en train de manger avec ma femme et mes gamins, mais je prends le temps ici de vous faire ce petit condensé sur ce que nous a dit Jérôme Powell. Donc n'hésitez pas à mettre un like sur cette vidéo. Allez, intro. Donc globalement, on a eu cette petite conférence de presse de Jérôme Powell qui était relativement attendue jusqu'à la prochaine. On va dire que c'est le FOMC le plus important de votre vie jusqu'au suivant. Maintenant, on a un Jérôme Powell assez confiant qui arrive et qui nous dit que effectivement il y a des progrès économiques, que le marché du travail est plutôt fort à nouveau malgré une augmentation, on l'a vu 3,9, mais que on a encore une inflation trop haute, donc c'est un petit peu le truc habituel, c'est-à-dire qu'il nous dit nous notre but c'est 2%, donc on reste sur des taux inchangés, les taux de la Fed ne baisseront pas ici sur ce FOMC. Là, on a un GDP qui est très fort, un secteur de la construction qui ralentit un petit peu mais sans vraiment ralentir, et ça j'avais déjà expliqué pourquoi c'était le cas. On fera peut-être une autre vidéo encore une fois là-dessus, mais pourquoi il était totalement exclu qu'on n'ait pas une crise à la 2008, c'est-à-dire hausse des taux égale crise du secteur du logement. Et voilà, globalement il nous donne plutôt des projections. Alors déjà vous avez le communiqué bien sûr qui est ici et sur lequel ils nous disent qu'il reste. Le communiqué, c'est un copier-coller du dernier communiqué qui lui-même était un copier-coller du communiqué d'avant. Globalement, voilà, c'est à peu près la même chose. Ça fait plus ou moins, ça fait un bon moment maintenant qu'on est à 5,5. Par contre, moi, ce qui m'intéresse là-dedans, ce sont les projections. Pourquoi les projections ? Parce que tout le monde les attend. Comprenez bien ici que personne ne croit à Jérôme Powell, mais tout le monde croit l'effet d'annonce qu'ils vont pouvoir éventuellement donner. Je m'explique. Vous pouvez pas ici dire, par exemple, on baissera les taux en décembre 2024. Je prends un exemple. On baissera les taux en décembre 2024. Les gens ne vont pas vous croire. Vous ne pouvez pas leur annoncer le moment où finalement l'économie va pouvoir entre guillemets reprendre, ou en tout cas où le crédit sera moins cher, parce que tout simplement ils vont anticiper des décisions d'investissement, ils vont les anticiper et ça va causer un problème puisque ça va vous causer une réaugmentation des prix. Donc bien évidemment, la Fed est payée pour mentir, toutes les banques centrales le font, ils sont là pour ça, mais voilà. En tout cas, ces projections-là, tout le monde les regarde parce que tout simplement, elles ont des effets d'annonce sur le marché. Ici, on voit en fait tous les participants de la Fed et leurs projections. Vous avez ici l'année 2024, l'année 2025, l'année 2026 et le longer run, donc tout ce qui va se faire ensuite. Globalement, vous voyez qu'en 2024, vous avez par exemple deux personnes qui ont voté en disant non, nous on pense que cette année les taux ne diminueront pas. Par contre, la majorité des participants, dont notamment ici, on voit que théoriquement en fin d'année, on serait autour des 4,7, on va dire, c'est quelque chose comme ça pour la majorité actuelle des participants. Et puis ensuite, on voit que finalement, il se projette sur un retour des taux autour des 2-5%, et ce sur le longer run, c'est-à-dire 2027. Donc c'est très long. Comprenez bien que la Fed va pivoter beaucoup plus vite si jamais, bien entendu, il y a un problème. Mais on est sur des projections plutôt optimistes, on va dire, en termes de GDP en tout cas, puisqu'il s'appuie bien évidemment sur des projections de PIB, toutes ces choses-là, pour faire ces fameuses projections de taux. Et en l'occurrence, vous voyez que ça nous dit que le secteur de l'emploi restera à 4% de chômage pendant les 4-5 prochaines années. Ça nous dit également que le GDP va diminuer un petit peu pour à peu près toucher les 2%. Enfin, excusez-moi, ça c'est la data qui est déjà sortie. Mais à peu près venir toucher lui-même également les 2% sur le longer run. Donc on serait devant 3 années, on va dire, de GDP flat autour des 3%, avec une légère descente vers les 2. Et puis là, vous voyez les projections d'inflation, bien sûr, retour aux 2%, puisque c'est ce que nous disent les taux, donc c'est assez logique. En général, on dit, si tu veux un corps ici qui descende, il faut que ton taux de Fed soit plus important que le corps ici lui-même. Ce qui m'intéresse également là-dedans, c'est les projections de taux. Là, on n'est pas sur la bonne page, autant pour moi. Les projections donc de taux, on va y arriver, 9e, c'est ça.
par rapport à ce qu'on nous avait dit en décembre, d'accord? Est-ce que la Fed est devenue plus hawkish contre l'inflation ou plus dovish, c'est-à-dire on va probablement faire effectivement un pivot sur les taux. Et là on voit effectivement une légère évolution, vous avez en fait les projections de décembre. Là, on regarde 2024. Vous avez les projections de décembre qui sont en trétillé. Vous avez les projections actuelles qui sont en bâtonnet bleu. Et là, on voit qu'effectivement, il y a certains participants en décembre qui étaient plutôt pour un 4,38, 4,62 en fin d'année. Et là, en l'occurrence, on voit qu'il y a 2 participants qui pensent qu'on sera plutôt autour des 4,60, 4,87. Donc, une Fed qui évolue. Et c'est normal, la data a mal évolué. Hein. On a eu en janvier et février un plateau sur l'inflation. C'est ce que je vais vous montrer après. Une data, on va dire, qui évolue dans un secteur qui est un peu plus hawkish que ce qu'on avait en décembre. Ici, on le voit aussi, par exemple sur 2025, on avait du monde qui pensait qu'on serait déjà au 3,38, 3,62, et ces gens-là sont passés désormais dans la tranche des 3,63, 3,87 ou 3,88, 4,12. On va dire que sur 2026, c'est un peu la même chose. On a, voilà. Donc en gros, on a, et sur le long run, on est plus bas même. On est plus bas, oui, que les projections pour le coup. Donc, c'est ça qui intéresse le marché, c'est de savoir est-ce que la Fed a un ton qui va être plus hawkish ou plus dovish. En l'occurrence, sur les projections, et comme elle est data dépendante et les datas ont été relativement mauvaises, il est relativement normal que la Fed nous dise que effectivement on a peut-être ça sous les yeux. On viendra à l'analyse de Bitcoin en fin de vidéo, restez bien jusqu'à la fin, on fera une petite analyse supplémentaire, on en a déjà fait une aujourd'hui, mais ce que je voudrais vous montrer ici, c'est l'inflation en fait. Et ce plateau qui a été trouvé, on va pas faire une vidéo trop longue, mais donc du coup je passerai sur les questions de Powell assez rapidement, ça a été globalement pas mal les mêmes. Hein. Donc voilà, donc vous voyez ici bien ce plateau d'inflation qu'on est en train de trouver là actuellement. On a très fortement baissé finalement jusqu'à juin 2023 et surtout le deuxième semestre 2024 et là le début de l'année, on est plutôt sur 7 mois de plateau. 1, 2, 3, 4, 5, oui c'est ça, 7-8 mois de plateau. Donc ça c'est pas très bien, on est quand même sur un taux qui est très restrictif, logiquement l'inflation devrait continuer à baisser, pour le moment elle ne le fait pas, et c'est ce qui, on va dire, inquiète Powell. Et d'ailleurs Powell nous dit dans les questions-réponses, à un moment donné, il nous dit, vous voyez qu'on a bien fait de rester sur ces taux restrictifs, on a bien fait de pas annoncer une baisse, en fait ils ont peur en baissant que ça fasse un effet d'annonce qu'il va y avoir 3 ou 4 baisses consécutives, c'est plus ou moins ce qui est dit entre les lignes, et je vous l'ai expliqué ici, la Fed ne peut pas se permettre ce type d'annonce-là sans que finalement on ait un vrai retour de l'inflation, en tout cas au moins une inflation qui se dirige vers ce chemin-là, c'est-à-dire qui continue plus ou moins sur la trend qui est celle-ci et qui éventuellement là se met à diminuer jusqu'à l'été. Pour le moment, on n'a pas ça sous les yeux, on a un plateau, ok. Bref, pour en revenir à ce qu'il nous a dit, globalement, il nous dit que le corps ici est à peu près à 2,8. Ils pensent que ils pourront arriver à 2% en 2026, ça on l'a dit. Le combat c'est contre l'inflation et c'est d'arriver à 2%, et ils sont prêts à accepter un petit peu plus de chômage, rester autour des 4, 4,3, quelque chose comme ça. Ils sont quasi certains d'être au pic des taux, donc ça c'est une belle annonce dovish, c'est-à-dire on n'augmentera pas plus, vraisemblablement. Et il nous dit probablement qu'on va baisser cette année. Également, ça c'est directement dans son introduction, il nous dit écoutez, probablement qu'on va baisser cette année. Mais si jamais on doit rester sur cette zone toute l'année, à ce moment-là, on le fera. C'est-à-dire qu'on restera à 5,5 toute l'année. On prendra les décisions meeting après meeting, voilà globalement un peu l'idée. La grosse annonce aussi, c'est qu'une diminution du quantitative tightening. Le quantitative tightening, c'est quand la Fed achète finalement des securities, des bons, du trésor, des choses comme ça sur le marché, quand en fait finalement ils ne présentent aucun intérêt, c'est-à-dire... est-ce que je l'ai là? Oui, on peut le voir comme ça, oui, on peut le présenter comme ça, c'est bien. Ici, vous aviez des obligations là qui valaient 0. Qui avait un rendement de 0,25, d'accord? Et à ce moment-là, la Fed imprime de l'argent de manière à tout simplement acheter ces obligations-là, puisque personne n'en veut, et si jamais personne n'en veut, ça pose des problèmes pour les États pour se financer, et pour les obligations à court terme, pour voilà, des tas de choses qui font que on ne peut pas rester sur des taux à 0 pendant longtemps. C'est ce qu'on appelle le quantitative easing, qui a été initié par le Japon pendant la crise de 97. Donc en l'occurrence, ici, il nous dit, on va
ralentir le rythme du quantitative tightening. Tightening, ça veut dire vous faites l'inverse, c'est-à-dire que vous revendez ces obligations en fait finalement. Ça a créé bien évidemment un peu un choc de liquidité, c'est-à-dire que du coup ces trillions, on va dire, qui ont été, je sais pas si j'ai le bilan de la Fed là quelque part, oui, vite fait. Vous voyez que rebalancer toute cette liquidité à base de trillions, puisque là, on a effectivement déjà une diminution de 1 trillion et quelques, rebalancer cette liquidité-là pose des soucis, au sens où, bien évidemment, le secteur bancaire n'est pas prêt, leurs bonds ne valent plus grand-chose, et donc, du coup, ça pose effectivement un souci sur le marché des bons de l'occasion, on va dire ça comme ça. Ensuite, on passe aux questions-réponses. Là, ça, c'est quand même une grosse annonce, c'est-à-dire qu'il nous dit, on va pas le faire maintenant, on le fait pas tout de suite, mais par contre, on commence à réfléchir à ralentir ici ça, d'accord, on commence à ralentir, on a épuré notre bilan un peu vite et on commence à se dire, et c'est ce qui a un peu créé la crise bancaire de mars 2023, si je ne me trompe pas, il y a un an, mais on commence à ralentir ça, et ça c'est une très belle annonce pour les marchés, puisque ça veut aussi dire que quand même, on est dans un discours qui est plutôt dovish. Maintenant, on va passer aux questions. Je vais sauter sur certaines parce que c'est un peu les mêmes à chaque fois et que finalement, on va dire que sinon, enfin voilà, ça correspondrait à se répéter un petit peu. Globalement, on lui pose une question sur le secteur du housing, qui est un secteur qui pondère énormément dans l'inflation. On nous dit, est-ce que pour le coup, l'inflation est un gros challenge dans le secteur du housing. On a vu un housing qui est assez peu corrigé, et ça, j'avais expliqué pourquoi aussi dans pas mal enfin, dans une vidéo notamment dédiée, où du coup, j'ai expliqué qu'on avait eu beaucoup de naissances dans les années 90, mais à la suite de la crise de 2008, assez peu de constructions neuves, et ça aux États-Unis, mais c'est la même chose un peu en Europe. Donc du coup, on a cette espèce de souci où finalement, les gens de 90 arrivent à l'âge de 30-35 ans, d'accord, et qu'ils n'ont pas... d'accord, ANS, voilà, et qu'ils n'ont pas de nouveaux logements à se mettre sous la dent. Donc du coup, on a un secteur de l'occasion, bien évidemment, sur le housing qui est en surchauffe, plus tous les effets Covid, etc. Je veux habiter à la campagne, je travaille de la maison, donc je veux un petit bureau en plus, etc., etc. Je peux me permettre de travailler de plus loin, puisque je suis désormais en télétravail, toutes ces choses-là qui ont, bien évidemment, et des taux à taux zéro qui ont complètement fait surchauffer le secteur le secteur du housing, donc de l'hébergement. Maintenant, pour moi, il n'y a pas de raison de refaire une crise de 2008, tout simplement parce qu'on est plutôt en crise de logement en ce moment et qu'il faudrait plutôt construire du logement neuf que... on a un déficit de logement neuf par rapport à ce côté dans les années 90 où on a recommencé à faire des enfants. Ensuite, pourquoi est-ce que couper aujourd'hui serait un problème, puisque c'est un peu ce qu'il nous a dit dans son intro, entre guillemets. Et lui, il nous dit, c'est trop de risques, ça serait couper trop vite, et on le voit par rapport à la courbe d'inflation, tout simplement, et bien que, en fait, on a eu raison de ne pas couper, même quand on a eu ici une belle diminution, on a eu raison de rester dans ces taux restrictifs, parce que tout simplement, et on le voit effectivement sur le CPI, là c'est le CPI, c'est pas le PCI, mais globalement, on va dire que c'est à peu près la même chose, on a effectivement quand même ce plateau autour des 4% ici, dans cette zone-là, et en headline CPI, on est toujours autour des 3,2, on a un petit peu du mal à réenclencher le dernier pourcent. Le dernier kilomètre va être difficile à prendre. Derrière, il nous dit que les chiffres de janvier ont été hauts, que ça, on peut l'attribuer à de la saisonnalité, c'est-à-dire Noël, concrètement. Il nous dit par contre que les chiffres de février ont été légèrement meilleurs, mais trop hauts aussi, moins 0,1. Comprenez bien que ici, si on va à 0,1 tous les mois, ça nous prendrait un an pour aller tout simplement aux 2%. C'est déjà une diminution, c'est pas trop mal, mais bref. Et ça, il nous dit que c'était pas une très bonne nouvelle non plus. Après, quelqu'un lui demande de parler du timing, c'est-à-dire est-ce qu'on va pivoter en mai, pivoter en juin, etc. Bon, là c'est normal, il botte en touche, il peut pas nous annoncer quand est-ce qu'il va pivoter. Il nous dit on verra ça meeting après meeting, data après data, mais pour le moment ça n'est pas du tout sur la table. Derrière ensuite... pourquoi est-ce que pour vous l'économie a changé? Puisque Powell, ce qu'il nous dit dans ses projections, et avec ses copains de la Fed, bien évidemment, c'est que globalement, si je vous mets les taux en face, là, oui. Là, on est à 5,5, d'accord? Pardon.
Et Powell, ce qu'il nous dit, c'est on va rester un petit moment à 5,5, probablement baisser avant la fin de l'année, d'accord, mais on restera globalement dans un territoire où on arrivera à peu près aux 2% après 2026, d'accord. C'est globalement, il nous donne à peu près cette curve-là. Là où on a augmenté très rapidement, il nous propose de diminuer beaucoup moins rapidement ou de rester un petit peu encore quelques mois en haut, etc. Et en quoi l'économie a changé par rapport à ça? Et là, il nous dit, je ne sais pas vraiment, mais mon instinct me dit qu'on n'ira plus jamais sur ces zones-là. C'est-à-dire que ces zones ici, ce qui est probablement un mensonge également, il suffirait qu'il y ait 10% de chômage pour qu'on y soit déjà, mais l'idée ici est de nous dire effectivement ça. Vous le voyez ici sur cette courbe également, sur la diminution des taux dans le temps. Là, on commence en 1975. Ici, on va dire les années Volcker, avec des taux à 20%, parce qu'il y avait une inflation à 20%. Donc Volcker, il a dit, nous, on s'en occupe, et voilà, on détruit tout, et puis on ramène l'inflation sur cette fameuse target-là. Ici, on va dire toutes les années un peu Greenspan, etc. Et puis finalement, après cette notion, après la crise de 97, on est à peu près par ici, là, cette notion que oui, on peut aller sur des taux à zéro, c'est pas trop un problème. Et finalement, ici, vous le voyez, on plafonne zéro. Ici, on pète complètement la trend, finalement, des taux d'intérêt. Ça s'est fait dernièrement, puisqu'on s'est mangé une pandémie qui a fait que on a été obligé, alors qu'on était ici parfaitement sur trend, d'ailleurs ici, on a été obligé de les ramener à zéro une nouvelle fois, inflation à 10%, choc de supply, toutes ces choses-là, etc. Choc de supply par rapport à la Chine, donc du coup des produits rares, des semi-conducteurs rares pour des voitures d'occasion qui flambent, toutes ces choses-là, tous ces chocs de supply qui bien sûr ont provoqué également de l'inflation. Donc là on est sur un secteur très restrictif, mais avec une économie très compétitive, enfin en tout cas on est quand même à 3% de PIB à peu près, quelque chose comme ça, 3,2 si je ne me trompe pas, aux États-Unis, et un marché de l'emploi qui est quasiment au plein emploi, actuellement autour des 4%, avec des downs autour des 3,7. Actuellement on est à 3,9. Donc on est dans une économie très résiliente malgré des taux à 5,5, ce qui est quand même pas tout à fait normal. Donc à un moment donné, soit ça casse, et ce qu'il nous dit, c'est si on reste longtemps trop haut, ça va casser, c'est-à-dire que ça va pas tenir comme ça pendant super longtemps non plus. Et à l'inverse, si on diminue trop tard, on fait cet effet, si on diminue trop tôt, on fait cet effet d'annonce qui fait que ça peut repartir, c'est-à-dire que l'inflation peut faire ça. Donc voilà, c'est un peu l'idée du meeting globalement. Et c'est l'idée des 5 derniers meetings, mais voilà. Donc par rapport à ce changement sur l'économie, je vous expliquais, si vous regardez d'ailleurs, il nous dit, si vous regardez le FedWatch, c'est cet outil qui permet d'avoir plus ou moins un sondage sur ce que va faire la Fed, qu'est-ce que le marché pense que va faire la Fed, et là on voit qu'au 1er mai, on a déjà 90% du marché qui pense qu'on restera à 5%. Parce que la data était mauvaise, tout simplement, sur les février et mars. On aura la data de mars autour du 10 avril. Donc pour l'instant, on sera dans l'attente de ça. Par contre, une bonne partie du marché pense quand même qu'il va pivoter en juin. D'accord ? C'est ce que vous voyez ici. Par rapport au marché du travail, on voit que la demande augmente. La demande est supérieure à l'offre. Donc plus de gens qui veulent embaucher que de travailleurs, et que l'économie est à l'augmentation. Ça, on avait fait une analyse dessus, on avait montré que les Américains en ce moment cumulent 2 emplois. C'est ce qui fait que finalement on a des job reports qui sont très bons, mais on a un taux de chômage qui augmente. Plus d'Américains au chômage, mais plus d'Américains qui ont 2 emplois en même temps, donc plus d'emplois vacants qui sont finalement pourvus. Et là, il nous dit un bon marché du travail n'est pas un problème. D'ailleurs, c'est un peu un fil conducteur tout au long de l'interview, où finalement, il va nous dire on a cette chance d'avoir une belle économie, donc du coup, on a cette chance de pouvoir prendre le temps. Trop prendre le temps, c'est faire mal à l'économie, on ne veut pas faire ça non plus, et vouloir aller trop vite dans la baisse des taux, ça serait faire mal à l'inflation, et c'est pas ce qu'on veut. On veut protéger les pauvres gens qui ont perdu du pouvoir d'achat.
Quelle est la dynamique de l'inflation pour vous? Bah là, c'est pareil, il botte en touche, il nous dit qu'il va laisser la data un peu se développer. Ensuite, la Chambre des représentants vous demande de baisser les taux. Il y a certains membres du Congrès, effectivement, qui pensent que c'est important de le faire maintenant. Et là, il nous dit, je respecte le Congrès, hein, bien évidemment, il est en partie élu par lui, mais nous, notre travail, c'est la stabilité des prix et le marché de l'emploi. Réponse qu'il aura pour beaucoup de questions, c'est-à-dire qu'il botte en touche pas mal. Est-ce que vous arrivez à avoir de l'unanimité dans le FOMC? Et là, il dit, il y a certaines personnes qui parfois sont pas d'accord, mais en général, on trouve toujours un consensus. Un journaliste qui lui dit, mais vous parlez d'un chômage à 4% pendant 3 ou 4 ans, on est déjà sur votre médiane puisqu'on est à 3,9. Et là, effectivement, Powell nous dit, on regarde le marché du travail de près, on suit toutes les datas qui peuvent nous permettre de dire qu'il y a des fissures dans ce marché du travail, mais pour l'instant, on ne voit aucune fissure dans ce marché du travail. Suit ensuite une question sur le quantitative easing, justement, donc cette diminution du quantitative tightening dont il nous a fait l'annonce, d'accord ? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Et là, effectivement, il dit que l'idée, c'est que ça va se faire assez vite, ce ralentissement, ils veulent diminuer parce qu'à un moment donné, il y aura une transition qui sera faite et qu'ils ne veulent pas qu'il y ait un choc de liquidité sur, finalement, le marché de la monnaie, hein, puisque c'est de ça dont on parle. Sur le long terme aussi, maturer un peu plus le bilan, c'est-à-dire qu'ils voudraient mettre plus de bons du trésor et peut-être probablement moins d'obligations. Globalement, il veut éviter les turbulences sur le secteur du marché bancaire et la liquidité sur ce secteur, les chocs de liquidité peuvent donner des situations qui sont compliquées. On l'avait vu encore une fois avec la crise bancaire de 2023. Quelle data vous regardez? Il dit le PCI, hein, globalement. Donc voilà, si on regarde la data, on a eu raison d'être prudent. Ensuite, une question sur les monnaies numériques de banque centrale. Est-ce que vous avez un projet de digital dollar, donc de MNBC, monnaie numérique de banque centrale, oui, CBDC en anglais, et que fait la Fed par rapport à ça? Et là, il explique que il n'est pas du tout sur cette idée-là, que pour lui, ça n'est pas nécessaire même d'y travailler, que cependant, si c'était voté par le Congrès et décidé par le président, à ce moment-là, bien sûr, il se mettrait au travail, mais qu'il n'y a aucun projet dans ce sens. Il n'y a pas de petit laboratoire où il prépare des petites choses par rapport aux monnaies numériques de banque centrale. Donc pour le moment, il nous a donné un statu quo, un peu comme quoi on serait sur des stablecoins privés, à savoir USDC et USDT, qui sont eux-mêmes backés par des bons du trésor. Enfin, c'est pas ce qu'il a dit dans le texte, mais c'est ce qu'il faut comprendre du moins entre les lignes. Après, on lui demande s'il considère que c'est important, les FOMC, et ça fait 30 ans que maintenant c'est public, il y a beaucoup plus de transparence des banques centrales. Il dit que oui, c'est bien, qu'il y a plus de transparence, que tous les meetings dorénavant sont live, qu'il y a plus de rapports, et que c'est plutôt une bonne chose. Là, il fait une blague, il y a un journaliste qui lui demande mais est-ce que vous avez envie de remettre le whisky dans la bouteille parfois avant de venir nous voir, ou quelque chose comme ça, et là il dit « Of course, not ». Donc c'était un peu la blague il a fait une blague, Powell a fait une blague. Et puis ensuite il y a une très bonne question d'une dernière journaliste qui lui dit mais il y a quand même un petit peu une différence entre ce que vous avez dit devant le Congrès, il a fait une testimony il y a une semaine ou deux, Powell, et ce que vous dites aujourd'hui. Vous avez l'air plus dovish, on va dire, quand vous étiez devant le Congrès. Et là Powell répond qu'il n'a pas changé d'avis, il y a eu des progrès, ils sont très confiants que ces progrès vont continuer, et qu'il aimerait que le PCI diminue effectivement de 0,1% par mois, ce que je vous ai expliqué ici sur cette courbe là, où finalement si on prend globalement 0,1, on grappille le dernier pourcent assez facilement. Et en fait, on veut des bonnes data, et on va être encore une fois meeting par meeting et data après data. Globalement, ce qu'on peut voir sur la volatilité, on en vient à la crypto. Bon, c'est que on a eu de la volatilité aujourd'hui, hein, on va pas se plaindre. Mais sur les FOMC, on a quand même de moins en moins de volatilité, en tout cas, je trouve. On a eu de la vol aujourd'hui, hein. Attention, là, pour le coup, on a quand même eu de la vol, et on a eu de la vol ces derniers temps. Donc, en l'occurrence, voilà, mais pile poil pendant le meeting, on va dire que les effets d'annonce ne sont pas incroyables. On revient ici sur la structure 15 minutes sur BTC pour faire un petit peu le point, puisqu'on a fait la vidéo en matinée, donc on va ici parler un petit peu de ce qui pourrait éventuellement se mettre en place. Alors déjà, on aurait pu avoir un flag ici, et pour le moment, vous voyez qu'on est en train de le casser. Ce faisant, et là on parle de la structure 15 minutes, on a peut-être cette petite structure de retournement là, ici, plus ou moins en épaule tête-épaule. Hein. De toute façon, tous les retournements se font en épaule tête-épaule. Vous comprenez qu'à un moment donné,
en épaule tête épaule inversée, hein, j'entends. Vous comprenez qu'à un moment donné, il faut retourner la structure. Donc vous avez toujours, à tout retournement, vous avez une épaule tête épaule à regarder dedans. Maintenant, si on devait présenter la target ici de cette cassure, cette épaule tête épaule là, et pour le moment, je pense qu'on peut a priori effacer ça. Eh bien, on serait sur quelque chose comme 68 000. Tout à fait possible d'y aller. On va dire que les annonces fondamentales qu'a donné Powell sont plutôt bonnes. Le discours a été plutôt dovish. Le ton a été plutôt dovish également. Cette nouvelle par rapport à la réduction du quantitative tightening est plutôt une bonne nouvelle également, hein. On va revoir un peu de liquidité. Le resserrement de liquidité va se calmer un petit peu sur les marchés, notamment obligataires, mais ça joue aussi bien évidemment sur le financement des entreprises, etc. Toutes ces choses-là. La Fed reste un peu sans surprise eh bien dans ses taux. Le problème, moi, je trouve, c'est que pour moi, en tout cas c'est mon avis, on arrive presque dans des moments où un petit pivot ne serait pas de trop, parce que c'est pour beaucoup le secteur de l'hébergement qui continue à peser dans le CPI, et le secteur de l'hébergement pour moi, et je vous l'ai déjà expliqué pourquoi je pensais que on était plus dans une crise de... Il faut du logement en plus, il y a une vraie demande pour le logement, contrairement à ce qu'on avait en 2008 où on avait trop de logements neufs, entre guillemets. Et en gros, voilà, l'idée, je trouve, ça serait peut-être de baisser les taux pour justement faire baisser le secteur du logement, pour justement faire baisser le reste. Maintenant, baisser les taux aujourd'hui, je pense que là-dessus, il a quand même pas mal raison. Le dernier pourcent va être très difficile à gratter. Est-ce que c'est si important que ça? Je ne sais pas. On est en année de préélection. En novembre, il y a les élections. Est-ce que du coup, il va se sentir obligé de pivoter un peu avant, etc. Voilà, c'est quelque chose dont on peut se poser pas mal de questions dans ce sens-là. Si on élargit un peu la structure, on va aller sur Bitcoin encore une fois. Globalement, là, je suis en... Voilà, là je me mets en log. Globalement, bon, on a réagi sur ce biseau. Pour le moment, on est sur résistance. Vous voyez, on est en haut du canal. Voilà, si ça passe, c'est une bonne nouvelle, hein, ici, là-dedans. Si on arrive à casser cette distribution-là, c'est même une très bonne nouvelle, j'aurais tendance à dire, parce qu'on active des possibilités, déjà de retourner à la TH, forcément. À partir du moment où on passe déjà, pour moi, 68,6, on en a déjà parlé tout à l'heure dans la vidéo, mais c'est une bonne chose. On active les possibilités de retourner à la TH et on active éventuellement des targets autour des 88 000 $. Pour le moment, en tout cas, on n'a pas cassé ce canal, donc on n'en parle pas avant que ça soit le cas. On a une petite structure de retournement ici, mais parfois elles ne touchent pas, parfois elles ne vont pas chercher ce qu'elles devraient. Et là même, cette petite structure de retournement là, quand bien même on irait à 68, ne casse pas ce que je qualifierais d'être le niveau qui pour jusque-là repousse et qui aussi marque le retournement de la structure. C'est-à-dire que là, on a ce sommet 4 heures qui est le dernier sommet le plus haut. On a un petit retournement de structure ici, hein, certes, mais moi j'aime bien les considérer dans la trend. Donc si non seulement on pète la trend, mais en plus on pète le niveau, pour le coup je serais assez confiant pour un retournement, pour aller éventuellement une nouvelle fois aux ATH derniers et également peut-être un petit peu plus haut. J'aime bien le fait qu'on ait poussé ici, mais qu'on ait eu cette petite correction, etc. Sur les news, est-ce qu'on va les faire aujourd'hui? Les news sur ETH, il y a pas mal de choses sur ETH aujourd'hui. Est-ce qu'on les fait aujourd'hui? Est-ce qu'on les fait demain? Je pense qu'on les fera demain. On va pas faire une vidéo là trop longue non plus. Voilà. Donc globalement, ETH est un peu à la traîne derrière Bitcoin. Il s'est bien repris à un moment donné de la journée où ça poussait bien. Et puis il y a eu un petit FUD là dernièrement sur l'Ethereum Foundation qui apparemment serait attaqué par une entité gouvernementale dont on ne sait même pas de quel pays elle est. Certains disent la Suisse, d'autres disent les États-Unis. Certains pensent à la SEC, d'autres ne savent pas. Donc pour le moment, c'est confidentiel, donc on ne sait pas qui a attaqué l'Ethereum Foundation.
Et on a beaucoup de gens qui pensent que les ETF spot n'auront pas lieu. Personnellement, je pense que les ETF spot auront lieu. Je pense qu'on est juste dans cette phase de FUD, un petit peu comme on avait eu, et c'est normal sur BTC. Comprenez bien que l'annonce ETH des ETF, enfin les applications, le moment où vraiment, effectivement, ils sont rentrés en application, où il y a eu des demandes qui ont été faites directement, et ben, globalement, c'était à peu près par ici. Je serais pas trop étonné qu'on ait une correction peut-être plus substantielle. Maintenant, je suis en longue actuellement sur ETH ici, sur ce mouvement-là. J'espère qu'on va casser aussi. Pour le coup, si on casse, j'aurai 4000 dans la ligne de mire. Là, actuellement, on a touché mon premier TP qui était à 3004. J'ai posté ce trade sur le Discord. Et derrière, j'ai une target, moi, qui se trouve pour un éventuel flag, si jamais on était là-dedans, une continuation, c'est-à-dire on dit que dans l'idée, finalement, on prend ici la montée dans son ensemble et on la redécale à un éventuel point de cassure, admettons qu'il se fasse ici. Pour le moment, ça nous donnerait 6002. Personnellement, je vise 5008 si jamais on a cette cassure. Et une belle continuation, bien évidemment, il ne faut pas qu'on double top ici, etc. C'est pour ça qu'il y a des TP sur la route. Voilà pour Ether, ça FUD beaucoup. Moi j'aime bien ces moments où ça FUD beaucoup pour acheter, c'est-à-dire où tout le monde est un peu en train de se dire qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je vends. Ce qu'on peut comprendre néanmoins, en tout cas dans la grosse diminution d'Ethereum ici, c'est qu'il y avait probablement des insiders qui savaient que, entre guillemets, ce mouvement allait se faire. Cette trend ici, elle est sur 2 points, donc elle sert à rien. Et voilà un peu l'idée. On va voir ici ce que ça dit. Encore une fois, aucune certitude en trading. Pour le moment, on regarde les choses se faire et puis on essaye d'agir sur le point où on trouve que les choses sont les plus intéressantes, et ce avec une logique intraday dans un premier temps. Et la logique intraday, c'est de ne pas insulter cette structure-là qui est baissière. La logique intraday, elle vous dit que le prochain creux sera nécessairement en dessous de ça. Qu'on va continuer là-dedans. Une logique éventuellement de correction haussière si on vient à casser ça aussi. Donc ça veut dire que là, moi je le mettrai pas, mais il y aurait peut-être un TP à prendre au 0,618 par exemple. Également à la TH, parce qu'on n'est pas à l'abri d'une flat derrière pour éventuellement repartir. Et puis derrière également, essayer d'aller toucher avec un runner, un reliquat de position, ce type de target. Voilà, on va pas refaire toute l'analyse d'aujourd'hui, on refera demain un point, de toute façon demain vers 11h. Encore une fois, mettez un like sur la vidéo, n'hésitez pas à utiliser tous les liens d'affiliation si jamais le contenu vous plaît également, et tous les bénéfices, je le rappelle, de la chaîne sont reversés à Mécénat Chirurgie Cardiaque. Donc voilà, c'est pour ça, d'autant plus qu'il faut mettre un like, puisque je pourrais très bien, encore une fois, être en train de manger avec ma femme là actuellement, et que je vous fais la traduction du discours de Powell. Tout ça fait partie d'une routine que vous devez avoir si vous voulez, on va dire, être professionnel dans votre trading. En tout cas, c'est ce que moi je l'entends comme ça. C'est beaucoup de travail, mais le trading c'est un travail. Et donc du coup, voilà, il faut vraiment, je pense, garder ça en tête. Le trading, c'est pas juste je me pose 5 minutes le matin, je choisis mes ordres parce que j'ai une formule magique et puis derrière ça passe tout le temps. Le trading, c'est quelque chose où il faut en permanence être au courant du fondamental. Spéculer, c'est regarder, ça vient de spectateur. Regarder, c'est s'informer. S'informer, c'est travailler. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Pas de questions à la con aujourd'hui, c'est la deuxième vidéo de la journée. Je vais pas faire 2 questions à la con par jour, c'est trop dur. Et voilà, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ciao.